Ce que le président du Parlement iranien a publié il y a quelques instants, il a déclaré que nous avons reçu de nombreux messages de pays voisins sur la mise en place d'un nouveau dispositif de sécurité et d'une coopération économique dans la région. Les États-Unis ont mis en danger la sécurité de chacun de leurs alliés par intimidation et par pur mépris de leurs intérêts au nom d'Israël, au point qu'ils ont brièvement vu leur existence même menacée. Un ordre indépendant, issu de la région, est ce qui apportera réellement la paix et la sécurité. Il parle du fait que tout cela viendra de l'intérieur de la région. Si quelque chose doit se produire en matière de paix et de prospérité, cela viendra de la région et des gouvernements de la région. Qu'est-ce que cela signifie? Et que savons-nous de l'entente qui est en train de prendre forme en Asie occidentale? Je pense que cette phrase, où il dit que pendant un moment, ils ont vu toute leur existence disparaître, être en jeu, est un élément important du tweet. Et cela montre qu'ils savaient à quel point ils étaient vulnérables et à quel point ils étaient proches de voir leur régime s'effondrer. C'est quelque chose dont nous avons parlé pendant la guerre, pendant les combats, aussi bien durant les 40 jours que durant les 13 jours. Je le dis depuis de nombreuses années, mais pendant la guerre, je disais que l'existence de ces régimes du Golfe Persique dépendrait de la volonté du peuple iranien. Et s'ils vont trop loin, ou s'ils permettent aux Américains d'aller trop loin, alors ils cesseront d'exister. Et apparemment, ils ont fini par le comprendre. Donc, ce que dit le docteur Ghalibaf, c'est que la seule façon de sortir de cette situation, c'est que ces pays ignorent les Américains et mettent en place un mécanisme régional de sécurité commun. Les Américains, de toute évidence, ne se soucient d'aucun de ces pays. Ils ne se soucient pas de leurs dirigeants, même si ces pays envoient des milliers de milliards de dollars aux États-Unis, achètent leurs obligations, placent leur argent dans leurs banques, acquièrent des actifs et achètent leurs armes. Des morceaux de ferraille inutiles pour eux du moins, puisqu'ils n'ont rien pu faire contre l'Iran pendant la guerre. C'était les Américains. La chose la plus intelligente à faire pour eux serait donc d'ignorer Trump, d'ignorer les États-Unis et de voler de leurs propres ailes, de devenir souverains et de mettre en place un dispositif de sécurité mutuelle dans la région. Car tous les pays de cette région veulent la paix et la stabilité et en ont besoin. L'Iran en a besoin. Tous les pays du Golfe Persique en ont besoin. C'est ainsi que leurs économies prospèrent. Les États-Unis ne se soucient pas de notre sécurité. Ils se soucient du régime israélien. Ils sont donc prêts à sacrifier la vie de population dans toute la région et même partout dans le monde, d'ailleurs pour Netanyahou, pour le sionisme et pour le régime sioniste. Mais nous verrons parce que je pense que nous sommes loin d'être sortis d'affaire. Si les États-Unis tentent d'imposer un nouveau régime de sanctions pour contraindre les pays voisins à couper leurs liens économiques avec l'Iran, alors nous ne sommes pas dans un cessez-le-feu. Et les pays qui ont aidé les États-Unis dans cette guerre, et qui continuent de les aider dans cette guerre à l'heure où nous parlons, seraient des adversaires. Donc si l'Iran ne peut pas faire des affaires, eux non plus ne pourront pas en faire. Si les ports iraniens ne fonctionnent pas, leurs ports ne fonctionneront pas. Il ne s'agira plus seulement du détroit d'Ormuz. Ça pourrait concerner les aéroports. Cela pourrait concerner le Caucase, selon ceux qui coopèrent. Je veux dire, si par exemple Bakou bloque la coopération, ou disons le commerce entre la Russie et l'Iran, alors le fait que Bakou exporte du pétrole vers le régime israélien pour l'aider dans ces guerres, les Iraniens pourraient l'en punir.
ou si les Émirats cherchent à aider à étrangler l'économie iranienne, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est qu'espérons-le, les États-Unis échoueront à faire du mal à qui que ce soit dans cette région. L'Iran veut une région stable et calme, où le peuple iranien bien sûr, et ses alliés de l'axe de la résistance avec d'autres, puissent vivre dans la paix et la prospérité. Mais si les États-Unis intensifient leur action, alors je pense qu'une partie du message publié sur X par le président du Parlement iranien est importante. Ces pays l'ont déjà vu, ces régimes l'ont déjà vu. Leur sort, vous savez, leur avenir était gravement menacé. Ils devraient donc en prendre note, ils devraient s'en souvenir dans les jours et les semaines à venir. Ce que Donald Trump a dit il y a 2 jours, c'est que les gens trouvent des alternatives à Hormuz. Et vous savez, l'alternative, c'est le Texas, l'Alaska et la Louisiane. Qui va se réjouir de cette réponse, de cette alternative? Est-ce que les pays du Conseil de coopération du Golfe vont en être heureux? Ils s'en fichent. Ils ne se soucient pas d'eux. Je veux dire, ça fait aussi partie du tweet du Dr Galibov. Trump ne se soucie pas de ces pays. Les Américains ne se soucient pas de ces pays. Je veux dire, l'élite politique. Ils ne s'y intéressent que tant qu'ils peuvent les exploiter et tant que ces régimes servent les intérêts du régime israélien. Ça a toujours été comme ça. Aucun d'entre eux n'a fait quoi que ce soit qui nuise aux intérêts des États-Unis ou du régime israélien au cours des dernières décennies. Aucun. Le Qatar fait parfois semblant de le faire. Mais le Qatar est comme tous les autres. Al Jazeera n'est qu'une chaîne de télévision qui leur est utile. C'est un peu comme une opposition contrôlée. Je veux dire, il y a de bonnes personnes à Al Jazeera, sans aucun doute, mais c'est une opposition contrôlée. Et si les Américains voulaient qu'elle ferme, ils la fermeraient aujourd'hui. Donc le Qatar, les Saoudiens, les Émiratis, ils ne s'aiment peut-être pas entre eux, mais ils obéissent tous aux États-Unis. Mais Trump les a poussés dans une direction qui met tout leur avenir en péril. Et il le fera pour le régime israélien. Et ils l'ont compris. Le problème, la question c'est, vont-ils faire quoi que ce soit? Ils savent qu'ils ne comptent pas. Ils savent qu'ils n'ont aucune importance pour les États-Unis, sauf dans la mesure où les États-Unis tirent profit d'eux. Mais de toute façon, les États-Unis ne sacrifieraient jamais le régime israélien pour eux. Donc tout au long de cette guerre et des combats, on a vu les États-Unis utiliser leur capacité de défense aérienne pour protéger Israël, pas ces pays. Ces pays étaient en première ligne de la guerre américaine contre l'Iran. C'étaient les forces en première ligne qui aidaient Trump. Mais Trump ne les aidait pas. Il aidait Netanyahou. Et vous savez, Nima, ce qui est intéressant, c'est que maintenant que ces pays ont été si gravement endommagés et que chaque jour, la situation empire pour les Saoudiens, les Émiratis, les Koweïtiens, les Qataris, ils ont beaucoup d'actifs aux États-Unis. Ils ont beaucoup d'obligations aux États-Unis. Pensez-vous que les États-Unis les laisseront vendre ces obligations pour reconstruire leur pays, pour subvenir à leurs besoins? Il n'y a absolument aucune chance. Ils les laisseront peut-être retirer un peu d'argent ici et là, mais cet argent est perdu. Les États-Unis ne rendront jamais cet argent à ces régimes. Ils doivent le laisser là-bas. Et s'ils ont de la chance, tant qu'il n'y aura pas d'effondrement, ils pourront tirer quelques profits de leurs obligations. Mais c'est essentiellement tout. Nous savons que Donald Trump veut, enfin, pas Donald Trump lui-même, mais Scott Bessent, J.D. Vance. Ils parlent tous d'exercer une pression économique énorme sur l'Iran. Ce n'est pas vraiment quelque chose d'étrange pour l'économie iranienne, mais c'est quelque chose de nouveau. Vous connaissez l'historique de tout cela. Mais selon vous, quelle est la différence entre cette fois-ci et ce qu'il en était auparavant?
between this time around and what it was before? I don't know what they plan. Obviously, you're Je ne sais correct. pas ce qu'il prévoit. This is not new for the Évidemment, Iranian economy. vous avez raison. Has lived Ce with n'est pas much nouveau pressure pour l'économie sensitive iranienne, to et l'Iran vit sous des sanctions de pression maximale depuis de nombreuses années. Les Européens, les Américains et leurs alliés tentent d'étrangler le peuple iranien depuis des décennies. Cela en dit largement assez sur ce que sont réellement ces régimes. Ils sont brutaux et barbares. Je l'ai toujours dit, les régimes les plus inhumains de cette planète sont les régimes occidentaux, les plus barbares, les plus arriérés, les plus féroces. Quand on a survécu à des attaques chimiques, comme beaucoup de gens en Iran, on comprend mieux ce que signifie réellement le monde libre et le monde civilisé. Alors, quand ils ciblent les gens ordinaires, ils veulent les mettre à genoux, le pays tout entier, pour obtenir ce qu'ils veulent. C'est l'objectif de l'Occident. Alors les enfants, oui, tuez-les, faites-les mourir. Je veux dire, après Gaza, c'est évident. Mais avant Gaza, beaucoup de gens ne voyaient pas vraiment ça. Pourtant, c'est ce qu'ils ont fait en Syrie. Ils ont écrasé la Syrie. Ils ont diabolisé le gouvernement syrien en disant à quel point il était malfaisant et tout le reste. Mais ils étranglaient le peuple syrien. Et ils finançaient Daesh et Al-Qaïda, tuant des centaines de milliers de personnes avec leurs groupes terroristes. Quel que soit le gouvernement syrien, ils étaient infiniment pires. À Cuba, quel que soit le gouvernement, ils sont infiniment pires. Les Américains et ceux qui soutiennent les sanctions, parce qu'ils ciblent toute la population. Et c'est la même chose partout où ils ont utilisé la nourriture et les médicaments comme des armes, comme à Gaza. Gaza était étranglé depuis des décennies et l'Occident n'y voyait aucun problème. Et aujourd'hui, Gaza est étranglé. La plupart des gens qui meurent à Gaza meurent de maladies et par manque de médicaments à cause des pénuries alimentaires. Beaucoup ont aussi des besoins particuliers ou un régime alimentaire qu'ils doivent respecter, et ils ne le peuvent pas, alors ils meurent. Des centaines de milliers de personnes sont mortes à Gaza. Vous savez, un rapport disait que près de 40 millions de personnes, je crois 38 millions, sont mortes entre 1971 et 2021 à cause des sanctions occidentales. C'est, vous savez, 40 millions de personnes. C'est comme la population de l'Irak, le pays entier rayé de la surface de la Terre par les sanctions occidentales, sur 50 ans, partout dans le monde, bien sûr. Donc voilà ce à quoi nous avons affaire. Et l'Iran doit évidemment prendre ces menaces au sérieux. Maintenant, que vont faire les États-Unis? Vont-ils essayer d'intimider leurs voisins, comme le Pakistan, la Turquie, le Turkménistan, l'Afghanistan, l'Azerbaïdjan, et ainsi de suite, ainsi que l'Irak, pour qu'ils coupent tous leurs liens avec l'Iran? Ou que vont-ils faire? Je ne sais pas. Il faudra attendre et voir. Mais avant tout, l'Iran est très... S'il y a un pays sur cette terre qui est résilient face à ce genre de choses, c'est bien l'Iran. Et ce, pour de nombreuses raisons. Pas seulement son expérience, mais aussi sa culture, son histoire, son idéologie religieuse. Et puis, en plus de cela, comme je l'ai toujours dit, nous n'avons aucun cessez-le-feu avec les États-Unis. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Nous sommes en guerre. Et les pays de la région qui accueillent des bases américaines sont de fait en guerre contre nous. Ce sont les mêmes pays auxquels le docteur Golibov s'adresse en disant « Mettons fin à cela ». S'ils ne mettent pas fin à cela, alors eux aussi en subiront les conséquences. Si nous n'avons pas le droit de faire entrer de la nourriture pour nos enfants, ces régimes n'auront pas le droit d'utiliser leurs ports. L'Iran pourrait fermer les aéroports. Tout est possible. Ils ne pourront donc pas aider les États-Unis à étrangler l'Iran, parce que la seule manière dont les États-Unis peuvent vous étrangler ou tenter d'étrangler l'Iran, c'est en passant par ses voisins. La Chine ne se pliera pas à cela. La Russie non plus.
Elle n'a même pas, vous savez, elle est sous sanction totale. Que pourrait-il faire de plus? Je veux dire, comment les États-Unis vont-ils menacer la Russie? Et la Chine sait où se trouvent ses intérêts. Mais certains pays de la région pourraient être intimidés et contraints d'appliquer les politiques dictées par Trump. Carrying out policies dictated by Trump. If that happens, then the United States should Si cela se produit, alors les États-Unis doivent s'attendre à une réponse iranienne. Et les Iraniens ont les élections de mi-mandat américaines dans leur ligne de mire. Donc je pense que si j'étais un dirigeant iranien, je dirais « D'accord, vous allez essayer de me faire du mal. J'entends dire que votre marché obligataire est en grande difficulté. Voyons si je peux aggraver les choses. J'entends dire que la monnaie japonaise est dangereusement basse. La dévaluation s'accélère. Voyons ce que nous pouvons faire pour empirer la situation. Voyons ce que nous pouvons faire pour forcer la main de Trump et provoquer une crise sur le marché obligataire. Je veux dire, l'Iran peut faire tant de choses en ce moment pour nuire à Trump au cours des 2 mois et demi à venir qu'il devrait être terriblement inquiet. 2.5 months that he should be terribly worried. Do you think that Pensez-vous que nous savons qu'ils parlaient du blocus terrestre? Le blocus terrestre, cela signifie qu'ils ont besoin de la coopération de tous les pays autour de l'Iran pour faire pression sur l'économie iranienne. 2 pays sont alors importants, comme vous l'avez dit. L'un est la Turquie, l'autre le Pakistan. Nous savons qu'ils entretiennent de bonnes relations avec les États-Unis. Les États-Unis ont beaucoup d'influence sur ces 2 pays. Mais quand il s'agit de la mer Caspienne, il n'y a personne pour couper l'Iran de la Russie. Et corrigez-moi si je me trompe. Pour l'alimentation, l'Iran a besoin de blé, d'huile de graines et de ce genre de produits qu'il reçoit essentiellement d'Asie centrale et de Russie. Il n'a pas besoin de passer par le golfe Persique pour les recevoir de cette région. Le seul problème concernerait les exportations iraniennes avec ce blocus. Alors, la situation est-elle pire qu'avant, pendant le JCPOA, après le retrait du JCPOA ou sous l'administration Obama? Car ces gouvernements se succèdent en parlant de sanctions écrasantes, de pressions énormes. Et comment voyez-vous l'Iran aujourd'hui? Parce qu'il faut comprendre ce qui s'est passé jusqu'à présent depuis le 28 février. Cela a entraîné un changement radical à l'intérieur de l'Iran, à cause de la guerre que les États-Unis ont déclenchée contre l'Iran. C'est quelque chose de nouveau. Les nouvelles générations, la génération Z et les autres générations en Iran, n'avaient pas vraiment conscience de ce qu'est la guerre, ni de ses effets dévastateurs. C'est pourquoi on voit une forme d'unité se développer en Iran depuis le début de la guerre. Comment voyez-vous la résilience du peuple iranien comme conséquence de la guerre, ainsi que la manière dont l'Iran envisage plusieurs moyens de gérer les problèmes économiques, compte tenu de la pression que les États-Unis veulent exercer sur l'Iran, de la pression qu'ils font peser sur l'économie iranienne? Eh bien, tout d'abord, après que Trump s'est retiré du JCPOA, les exportations de pétrole iranien se sont effondrées. Elles sont tombées presque à zéro pendant assez longtemps. Je ne me souviens pas combien de temps exactement, mais disons au moins quelques années. Oui. Donc l'Iran a survécu sans exporter de pétrole. Et l'Iran a effectivement du pétrole en haute mer, à l'heure où nous parlons. Parce qu'avant la guerre, l'Iran avait beaucoup de pétrole qu'il ne pouvait pas facilement vendre et qui se trouvait dans des pétroliers. Ils l'ont vendu progressivement. Et aussi, au début du protocole d'accord, l'Iran avait beaucoup de pétroliers bloqués dans le golfe Persique, remplis de pétrole. Ils ne pouvaient pas partir à cause du blocus. Puis, dès que le protocole d'accord a été signé, ces pétroliers sont partis. Il y avait des dizaines de millions de barils de pétrole, donc l'Iran a encore du pétrole à vendre. Mais à un moment donné, cela prendra fin. Cela dit, l'Iran continue d'exporter certaines quantités de pétrole par différents moyens,
via le Golfe Persique, via l'Asie centrale. Nous avons déjà connu cette situation par le passé. Deuxièmement, comme vous l'avez dit, la société iranienne est aujourd'hui plus unie qu'elle ne l'a jamais été depuis mon adolescence. Et, à certains égards, probablement même plus qu'à cette époque-là. Peut-être. Il faudrait que j'y réfléchisse. Mais cela montre que c'est un pays très uni. En plus de cela, vous savez, comme je l'ai dit plus tôt, nous sommes en guerre. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Ce n'est pas comme lorsque Trump s'est retiré du JCPOA ou lorsque Obama a lancé la campagne de pression maximale. Beaucoup de gens pensent que c'est Trump qui a fait ça. Non, c'est Obama qui a lancé la campagne de pression maximale. Des sanctions visant les Iraniens ordinaires. Je crois qu'il les appelait des sanctions paralysantes. Et Trump, je crois, lorsqu'il les a rétablies, les appelait des sanctions brutales. Enfin, c'était peut-être l'inverse. Mais je crois que c'était comme ça. Il cherchait donc à paralyser les Iraniens ordinaires, à brutaliser les Iraniens ordinaires. Et bien sûr, tout l'Occident était avec eux. Personne, vous savez, n'a exprimé d'indignation en Occident face à ce genre de comportement. Comme pour Cuba, comme pour le Venezuela, comme pour la Syrie, comme pour l'Irak. Souvenez-vous, quand ils ont imposé les sanctions à l'Irak, à un moment, il a été dit que 500 000 enfants étaient morts. Puis, on a posé la question à Madeleine Albright, et elle a répondu de façon tristement célèbre, « Oui, nous pensons que ça en valait la peine. » Voilà comment l'Occident se comporte. Voilà ce qu'ils sont. Ils n'ont aucune morale, zéro. Ils font semblant d'être civilisés, mais ils en sont très loin. Ce sont les moins civilisés. Quand vous passez devant une ambassade occidentale, n'importe où dans le monde, les gens qui sont à l'intérieur, ce sont eux les non-civilisés. Ils sont plus non-civilisés que n'importe qui d'autre, parce qu'ils représentent ce comportement. Ils représentent cette folie, cette malveillance. Et bien sûr, quand vous regardez les dossiers Epstein, et vous savez, quand vous regardez Gaza, tout cela devient beaucoup plus clair. On comprend mieux comment sont ces gens-là. Par le passé, il arrivait que des gens des ambassades occidentales en Iran veuillent me voir. Parfois, je les laissais venir me rendre une visite sur le campus ou ailleurs. Mais ces 2 dernières années, j'ai simplement dit, je ne veux voir aucun d'entre eux. Ils ont dépassé les bornes. Ils ne méritent pas mon temps. Donc, voilà à quoi nous avons affaire. Je m'égare, pardon. Mais quoi qu'il en soit, l'Iran a déjà connu des difficultés par le passé. Aujourd'hui, l'Iran est différent parce que nous sommes en guerre. À l'époque, lorsque les Américains ont imposé des sanctions, nous ne pouvions pas faire grand-chose, si ce n'est lutter pour survivre. Mais maintenant, nous avons une coalition qui lutte contre nous. Une partie de cette coalition se trouve de l'autre côté du Golfe Persique. Le régime israélien, la Jordanie, ces régimes-là. Il y en a d'autres aussi. Mais ce sont eux qui ont permis que des bases américaines soient utilisées contre nous. Et non seulement ils font partie de cette guerre, mais ils ont aussi fait partie de la guerre de 12 jours. Parce que des avions américains qui ravitaillaient en carburant les chasseurs israéliens pour bombarder l'Iran décollaient de ces pays. Ils utilisaient le carburant aéronautique payé par ces pays, produit par ces pays, pour ravitailler les chasseurs israéliens qui bombardaient l'Iran. Ils ont donc participé à 2 guerres. Et puis dans les années 1980, ces pays ont versé à Saddam Hussein des centaines de milliards de dollars. En valeur actuelle, ce serait bien davantage pour tuer des Iraniens. Donc ils sont en guerre contre nous. Ils font partie de cette guerre. Donc si les États-Unis essaient de nous étrangler, alors ce sont les partenaires des États-Unis. Et nous pouvons tout arrêter. Le détroit d'Ormuz n'est pas, comme je l'ai dit, si vous fermez leurs ports. Si vous mettez leur production hors service, le détroit d'Ormuz n'a plus d'importance. Il n'y a plus de débat sur le nombre de barils de pétrole qui sont passés aujourd'hui.
c'est terminé. Ce sera terminé. Si vous mettez hors service les installations au Qatar, si vous les mettez hors service en Arabie Saoudite, si vous les mettez hors service aux Émirats, qui se soucient du nombre de barils qui passent ce soir, ce sera bientôt zéro. Donc voilà, les États-Unis sont très vulnérables. Et c'est une autre différence entre aujourd'hui et à l'époque. À l'époque, la Chine et la Russie étaient bien plus faibles qu'elles ne le sont aujourd'hui. Elles commençaient tout juste à monter en puissance, comme l'Iran, et à devenir plus puissantes. Elles n'avaient pas assez confiance en elles pour tenir tête aux États-Unis. Je veux dire, quand les États-Unis imposaient des sanctions à l'Iran au Conseil de sécurité de l'ONU, les Russes et les Chinois ne voulaient pas que ces résolutions soient adoptées. Mais à l'époque, ils étaient faibles. Donc tout ce qu'ils faisaient, c'était les édulcorer. Mais au bout du compte, ils n'y mettaient pas leur veto. Aujourd'hui, vous voyez, ils mettent leur veto à toutes les résolutions contre l'Iran. Ils ont donc davantage confiance en eux, ils sont plus forts, les États-Unis sont plus faibles et ils sont plus vulnérables face à nous. Je veux dire, les États-Unis les prennent pour cible aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas à l'époque. À l'époque, ils ne voulaient pas d'ennui avec les États-Unis. Aujourd'hui, ils ont des problèmes avec les États-Unis et ils doivent riposter. Il y a donc toute une série de raisons pour lesquelles leur comportement a changé. Aujourd'hui, c'est différent de ce que c'était à l'époque. La position de l'Iran est donc très différente pour toutes ces raisons. Mais il y a aussi autre chose. L'Iran a bien davantage confiance en lui. Après cette guerre, beaucoup d'entre nous pensaient que nous allions gagner. Nous n'en avions aucun doute. Mais beaucoup d'entre nous n'y croyaient pas. Et maintenant, ceux qui n'y croyaient pas, ceux qui pensaient que nous allions nous effondrer, que nous étions vulnérables ou très craintifs, ont acquis une confiance nouvelle. Et cela va avoir un impact énorme sur l'avenir des confrontations.